Bonjour et bienvenue sur la Space TV par WebAgri, où j'ai le plaisir d'accueillir trois youtubeurs, trois influenceurs. On va parler ensemble de la monétisation de leur contenu vidéo et de comprendre un peu comment ils se rémunèrent et comment ils utilisent ce métier pour se rémunérer. Alors pour les présenter, si vous ne les connaissez déjà pas, c'est honneur aux dames, Pauline Garcia, bonjour. Donc vous êtes Bonjour, de la chaîne Eto Diversité, oui, spécialiste du comportement des bovins, tout à fait. éleveuse de salaire dans le Cantal. Oui. Comment ça a débuté l'aventure? Lors de mon installation, donc moi je suis hors cadre familial, je ne suis pas du tout du milieu agricole, donc je me suis installée en 2015. Et donc déjà, pendant mon BPREA, j'ai constaté qu'on ne parlait pas assez du comportement animal, donc je me suis dit déjà, il y a un petit décalage par rapport à la réalité. Donc dès que je me suis installée en 2015, j'ai commencé sur Facebook et là j'ai commencé les vidéos et j'ai commencé à parler de mon quotidien tout en vulgarisant les études scientifiques éthologiques. Le premier d'entre vous, c'est peut-être Thierry qui a commencé, Thierry Baillet. Vous êtes céréalier, légumier dans le Pas-de-Calais et le pension de chevaux également. Comment ça vous est venu cette idée de démarrer sur les réseaux et d'expliquer votre métier? Moi, c'est dû à une blessure qui est arrivée, un accident qui est arrivé à mon garçon, tout simplement parce qu'il a été harcelé, parce qu'il était fils d'agriculteur. J'habite à côté d'une grande ville, Lens, donc on est beau être en zone. Enfin, moi, je suis agriculteur juste à côté, mais c'est une zone urbaine. Et il n'a pas été compris quand lui, il a dit en classe de 5e qu'il voulait reprendre la ferme, qu'il voulait être agriculteur. Alors ça m'a beaucoup choqué. Je me suis dit comment on peut retourner ce problème-là. Et à l'époque, j'avais déjà essayé de mettre quelques vidéos de techniques, de matériel, voilà, pour montrer des choses. Je me suis dit, tiens, YouTube est peut-être un moyen de pallier au manque de temps qu'on a sur les médias pour parler de notre métier tranquillement, à exposer ce qu'on a envie de faire. Et là, YouTube, c'était pour moi l'idéal, quoi. Donc j'ai démarré en 2013 sur les premières vidéos. Et puis petit à petit, ça a continué, quoi. Étienne Fourmeau, dit agri-youtubeur, beurre comme le beurre, éleveur laitier dans la Sarthe. Toi, qu'est-ce qui vous a fait démarrer à prendre la caméra? Moi, en fait, c'est après j'étais très impliqué dans le syndicat des jeunes agriculteurs, où j'étais administrateur national pendant 4 ans. Et donc, j'étais au JA pour défendre mon métier d'agriculteur, pour expliquer comment je travaillais et le défendre auprès des politiques, des institutions, choses comme ça. Et quand j'ai arrêté, je voulais aussi continuer un peu à défendre mon métier. Et je trouvais que les réseaux sociaux, c'était une bonne façon de, plus au niveau du grand public, de communiquer avec le grand public sur comment je travaillais, parce que je voyais beaucoup de gens qui se posaient des questions, qui ne comprenaient pas comment on travaillait, qui n'avaient aucune idée de ce que qu'était l'agriculture aujourd'hui en France. Et je me suis dit, bon, allez, hop, je me lance sur Twitter au début, et puis après sur YouTube et Instagram, pour montrer comment je travaille à la ferme avec des vaches, plutôt vaches laitières, quoi, spécialisées vaches laitières. Donc vous êtes tous les trois des agriculteurs double actifs, à la fois passionnés de votre métier, mais aussi passionnés par la transmission de votre savoir. Vous avez petit à petit monté un peu vos chaînes, vos communautés qui ont grandi au fil des années. Aujourd'hui, vous êtes parvenu à monétiser un petit peu ces contenus en faisant des partenariats avec des marques, en utilisant aussi les algorithmes de YouTube ou autres. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Et j'imagine que quand vous avez débuté, l'idée de monétiser, c'était pas du tout la première chose en tête, quoi. Qu'est-ce qui veut répondre? C'est peut-être moi qui ai peut-être monétisé en premier, alors je vais répondre. Mais oui, clairement, euh, le fait de se dire à un moment donné, si je veux continuer à communiquer, il faut que je puisse rendre mon temps que je passe dessus rentable quelque part, hein. Si je prends 3 jours pour aller à un salon et que je rentre à la maison et que ma femme me dit, ben, t'es bien gentil mon coco, et moi pendant ce temps-là je bossais, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu ramènes, concrètement, voilà, il faut pouvoir le faire. Moi, ça a été un moyen de pouvoir continuer à communiquer en utilisant quelque part ces partenaires qui voulaient. Voilà, alors ça a démarré sur des essais de pneumatiques. Et comme j'ai toujours envie de montrer aussi et de faire montrer que l'agriculture évolue, de montrer les nouvelles technologies, les nouvelles pratiques, de pouvoir l'apprendre aussi à des collègues, à des plus jeunes, dire tiens, moi j'ai découvert ça, je le partage, on a ce côté-là, et de pouvoir aussi dire ça me permet de rémunérer mon temps, de me payer mes déplacements,
d'aller voir autre chose. Moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours dit à mon père, je ferais agriculteur, mais je ne ferais pas que ça. Je ne savais pas ce que j'allais faire à côté. Et c'est dans cette découverte du partage, de la communication que j'ai pu le faire. Et grâce aussi au partenariat, parce qu'à un moment donné, ben, l'air de la guerre, ça reste l'argent quand même. Donc voilà, il faut pouvoir le faire et je l'assume quelque part, quoi. Pauline, vous, comment vous êtes passé du métier d'agriculteur à celui et aussi de spécialiste dans le comportement des bovins? Comment ça s'est passé, cette transition vers ce deuxième métier d'influenceuse? Alors moi, donc j'ai les 3 activités et c'est vrai que moi, ça a toujours été en parallèle, c'est-à-dire qu'au début, j'étais agricultrice et puis comme j'avais ces connaissances en sciences et en éthologie, qui est l'étude du comportement, je me suis dit, il faut en faire profiter les éleveurs. Donc j'ai proposé des formations, mais pour les faire connaître, c'est les réseaux sociaux qui m'ont aidé et les partenariats avec des marques qui étaient rattachées au bien-être. Et c'est les marques en fait qui viennent vers nous, hein. Il faut bien le spécifier, que c'est les marques qui nous démarchent et pas nous qui allons comme des crevards. J'ai besoin de faire un partenariat. Ils viennent aujourd'hui vers vous parce que vous avez une communauté intéressante. Oui, voilà, c'est en fait c'est un échange. Nous, ça nous apporte crédibilité dans notre travail parce que ça répond à nos valeurs. Et à côté de ça, eux, ça leur apporte une image et puis une communauté qu'il y a derrière. Justement, cette communauté, comment vous l'avez construite et les marques, qu'est-ce qui les intéresse? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup de monde ou finalement c'est des gens plutôt ciblés, peut-être des jeunes agriculteurs qui seront des clients potentiels demain? C'est quoi leur objectif à ces marques? Étienne, peut-être, comment vous passez des partenariats? Comment ça se passe concrètement? Concrètement, c'est les marques qui viennent nous voir. Je pense que c'est pour tous les 3 pareil. C'est les marques qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, j'ai vu que tu utilisais tel produit, ou alors est-ce que ça t'intéresserait d'utiliser un produit que tu n'as pas chez toi? Alors, ça peut être du machinisme, ça peut être des produits pour moi, pour les vaches, santé des animaux. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être utilisées dans les fermes. Et après, donc les marques nous contactent et puis moi je fais la sélection en fonction de savoir déjà si j'ai un intérêt à l'utiliser chez moi. Hein, je ne vais pas faire pour la promotion d'un produit que je ne connais pas, que je n'utilise pas chez moi parce que je ne verrai pas d'intérêt à ça. Et puis après, les marques aussi connaissent nos communautés, quoi. Enfin, elles regardent un peu comment on travaille et elles savent que voilà, moi j'ai plutôt une communauté d'éleveurs agricoles, d'éleveurs laitiers, enfin plutôt dans l'élevage, on va dire. Un peu moins le machinisme. Donc, en fonction de ça, j'ai des partenariats qui s'orientent vers des produits plutôt d'élevage ou matériel d'élevage, quoi. Et après, moi, je choisis voilà, si ça m'intéresse, si je peux en parler, si j'ai envie de l'utiliser ou pas. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et puis, les consommateurs, ils sont comme ceux qui vont acheter des baskets Nike, hein. Si ils voient que, je sais pas, moi, il y a une star qui porte des Nike, ils vont dire, je veux acheter une casquette Can-Am. Voilà, Ouais. je veux le même quad Can-Am. qu'Étienne ou que Thierry. Donc, ils sont un peu. Ça marche pareil, hein. D'accord. Et justement, la part dans vos revenus aujourd'hui, elle est plus importante, les partenariats avec les marques, que ce que vous pouvez tirer des bénéfices de YouTube qui paye au coût par clic de chaque vue et qui paye à la vue, pardon. Comment ça se différencie ces 2 activités finalement, celle de la vue et celle du partenariat avec des privés? Ouais, on sent que le sujet est sensible, hein, on va pas se mentir. Le sujet est sensible parce que je pense aussi, ouais, c'est très aléatoire. Où il y a des mois où il va rien se passer, puis il y a des mois où on va avoir plusieurs partenariats et donc ça va avoir plus de revenus. C'est très compliqué à donner des montants parce que c'est tellement variable et puis après le temps qu'on y passe chacun et tout, quoi. Donc c'est pas facile. Moi je sais que si je prends mon cas personnel, les partenariats vont être plus entre guillemets rentables que des vues clics YouTube par exemple. Ouais. Voilà, parce que je suis C'est moins. quoi leur idée d'un tarif de YouTube? Combien ils payent? YouTube, alors moi je peux donner ça me gêne pas de donner un ordre d'idée. Si je sortais une vidéo par semaine, une vidéo qui va faire entre 60 et 80 000 vues, quoi, à peu près 70 000 vues en moyenne, si j'en fais 4 dans la semaine, ça peut monter jusqu'à 1 200 euros, quoi. Dans le mois. Dans le mois, pardon. Dans la semaine. 4 à la semaine. Dans le mois. Ça peut monter jusqu'à 1 200 euros dans le mois de revenus. De YouTube. C'est la ouais. seule plateforme à payer, Insta, Facebook? Non, il y a d'autres plateformes. Après, il faut rentrer dans le fait de monétiser son contenu. Donc, moi, YouTube, ça fait longtemps que j'y suis. Et puis, c'est là que j'ai la plus grosse communauté. Et puis, c'était, entre guillemets, au début, c'était plutôt simple à faire monétiser ses vidéos sur YouTube. C'est vraiment pas compliqué. Ouais. Une fois que tu as fait tant d'abonnés et tant d'heures de vue, ils peuvent te dire, voilà, vous avez le droit de monétiser vos vidéos.
Donc on se lance là-dedans. Et puis au tout début, on démarre de zéro, hein. Non, alors, vraiment, j'insiste, au début, on n'a pas fait ça pour l'argent, hein. Ouais. Quand j'ai démarré, moi, jamais de ma vie, j'aurais imaginé qu'un jour, je gagnerais de l'argent avec ça, hein. C'était à des années-lumière d'imaginer que je gagnerais de l'argent grâce à ça. Après, on y passe énormément de temps, tous les trois. Donc, à un moment donné, comme le disait Thierry tout à l'heure, à un moment donné, c'est très bien d'y passer du temps, mais si derrière, c'est du temps entre guillemets gratuit, bon, bah, c'est bien, mais on a un vrai métier derrière aussi, quoi. Donc, oui, justement, c'est quoi la part de vos revenus agricoles par rapport à la part de vos revenus, on va dire, médias, si je peux dire. Comment vous articulez ces deux choses? Là, c'est pareil en termes d'années. Alors là, je dirais les revenus des médias, c'est une chose qui peut être aléatoire, mais le revenu agricole, il est encore plus aléatoire. Donc, clairement, il y a des années où le revenu peut être proche de zéro dans l'exploitation, et des années où ça va mieux. Bon, après, moi, je suis dans une zone où ça se passe pas trop mal et je me plains pas du tout de ça. Moi, concrètement, c'est devenu à peu près l'équivalent, quoi. J'aime bien dire aussi que je suis double actif et que je fais 35 heures d'un côté et 35 heures de l'autre, donc un mi-temps agricole de chaque côté. Et donc, concrètement, bah oui, le résultat peut être équivalent d'un côté et de l'autre. Moi, ça me permet de ramener. Alors voilà, ça peut être un peu aléatoire, mais de l'ordre de 1000, 1500 euros par mois au niveau de ce que je peux en retirer directement. Et après, il y a une partie qui est réutilisée. Moi, entre autres, là, je suis en train de développer une appli pour reconnexion avec le grand public et il y a de l'argent qui part là-dedans parce que je finance ça. Donc, ça me permet aussi de réaliser d'autres choses. Voilà, il y a un peu de matériel, il peut y avoir du temps. Moi, avec un Tour de France en tracteur, on a monté un autre système aussi. Donc voilà, ça permet de développer aussi beaucoup de choses et puis de quelque part d'arriver à se faire plaisir dans les actions qu'on mène, des actions différentes, et chacun a un peu ses actions par rapport à son appétence, quoi. Justement, et comment vous vous entourez de personnes, ou est-ce que vous vous formez à la monétisation des contenus? Est-ce que vous travaillez avec des agences? Est-ce que vous êtes seul? Comment vous faites chacun? Pauline, peut-être? Moi, je suis seule. Après, la monétisation, moi, je suis moins alors, je suis présente sur YouTube, mais je cherche pas à faire beaucoup de vues. Enfin, c'est pas que je cherche pas à faire beaucoup de vues, mais mon contenu, comme il est un peu particulier, il est très pédagogique. J'ai constaté qu'il y avait sur les réseaux des pompeurs de contenu, on les appelle comme ça. C'est-à-dire que c'est des personnes qui regardent ton contenu, qui le transforment un peu derrière et après, soit on fait des formations, soit on fait d'autres posts. Donc, j'ai un petit peu limité, ou en tout cas, je suis plus allée sur des formats très courts, type Instagram ou TikTok. Donc 1 minute, 2 minutes. Voilà, quoi, ouais. où c'est des teasings, ça donne envie, ça donne des ponts vers mes formations de terrain. Mais c'est vrai que YouTube, il faut faire attention à ça parce que ça peut être aussi un danger si on est dans ma niche qui est dans la pédagogie agricole. Étienne, tu travailles seul? Tu t'es entouré de j'ai commencé seul. Et puis après, les marques vous démarchent. Donc, il fallait aussi, chose nouvelle, faire des devis, faire des factures pour des vidéos. Donc, voilà, ça c'était assez original. Au début, tu sais pas trop. Enfin, c'est vraiment. J'avais jamais fait. Donc, tu dis, qu'est-ce que j'ai. Ça veut dire, on me prête un tracteur, il faut que je fasse un devis pour qu'on me prête un tracteur. Ouais, c'est un peu dans ce style-là, quoi. Tu sais pas ce que ça vaut. C'est surtout ça le problème. Oui, c'est qu'il y a 4-5 ans, tu dis, attends, je me laisse ça combien, moi? Et donc, on s'envoyait des messages pour se dire, tiens, t'as fait combien la dernière fois? On sait combien pas. pour cette vidéo-là, ou choses comme ça. Il n'y a pas un cours des marchés de la communauté, quoi. Maintenant, on sait, depuis 4-5 ans qu'on le fait, on connaît un peu les tarifs, quoi. En fonction de la durée, en fonction du produit, en fonction est-ce qu'il y a une ou deux vidéos. Enfin voilà, après il y a plein de critères différents qui bougent. Ou est-ce qu'on va sur un salon, ou est-ce qu'on va faire une conférence ou une table ronde. Voilà, même ça aussi, ça peut se monétiser, hein, donc, parce que c'est du temps. Oui, même des signatures sur stand, par exemple, c'est des choses qui peuvent se monétiser aussi, ou non, c'est plus du partenariat qui est... Là, c'est plus global, le partenariat, voilà, avec le SPAS. J'ai un partenariat avec le SPAS, voilà, mais donc c'est plein de choses comme ça. Et qu'est-ce que je dis? Et oui, et maintenant je bosse beaucoup avec la France Agricole, qui gère une bonne partie de mes partenariats maintenant, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Thierry, vous avez carrément créé une agence avec des collaborateurs? Oui, alors c'est toujours l'enfilade d'histoires. À un moment donné, j'ai écrit, on est 3 auteurs, mais j'ai écrit un livre. Chacun écrit un livre. Au moment où je l'ai sorti, manque de bol, Covid, pas de salon, rien. Pour en faire la com, c'était compliqué.
On a trouvé une idée, d'aller faire un tour de France en tracteur pour aller communiquer là-dessus. Et puis, j'ai rencontré Jean-Baptiste et puis Clément et puis d'autres personnes. Et puis, à la suite de cette histoire, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi encore, justement, sur ce côté influence, créateur de contenu, on préfère ce mot-là, ce côté relation avec j'allais dire, pas les médias, mais les clubs marketing, j'allais dire, de chaque entreprise, encore des difficultés à aller sur les réseaux sociaux, qui sont des réseaux qui sont plus compliqués peut-être que les médias classiques. Et donc de dire, tiens, par rapport à cette demande-là, on va peut-être proposer des choses, de pouvoir mettre en relation, de pouvoir accompagner aussi des plus jeunes créateurs de contenu en leur disant fais attention, gâche pas ton contenu en mettant un truc, voilà, ça a telle valeur, il ne faut pas que tu demandes trop ou pas assez. Dire aux marques aussi, attention, un influenceur ou un créateur de contenu, ça reste une personne qui a son contenu, son propre produit, sa propre personnalité. Il ne faut pas lui faire dire n'importe quoi. Ça, je pense que c'est important. Nous, je pense qu'on aurait aimé l'avoir quand on a démarré et donc de pouvoir le faire pour d'autres. Et donc voilà, on a démarré ça, ouais, c'est les Black Moutons et on accompagne quelques entreprises sur ces sujets-là, quoi. Et justement, sur ce sujet un peu borderline, parfois, qu'est-ce qu'ont pensé vos communautés, notamment au début, il y a quelques années, quand vous commencez à faire du placement produit, des vidéos marquées sponsorisées par telle ou telle boîte. Quelles ont été les réactions? Est-ce que c'est mieux accepté aujourd'hui que ça l'était avant ou pas? Ouais, alors c'est devenu classique aujourd'hui. Ouais. En tout cas, tous les contenus. Les gens sont habitués, influenceurs, ça veut dire marque. Voilà, ouais, tu regardes tous les contenus qu'il y a sur les réseaux sociaux, vraiment les contenus travaillés avec. Voilà, il y a plus. Avant, oui, il y a une petite dizaine d'années, 5-6 ans, quand j'ai commencé, moi, oui, on pouvait avoir quelques remarques au début de gens qui disaient ah oui, mais ça y est, tu fais du business avec ça. Aujourd'hui, c'est devenu tellement banal et tellement normal de monétiser ou d'avoir des partenariats que c'est devenu dans l'ordre des mauvais choses. commentaires. Ouais, il n'y en a pas. Et c'est même parfois la communauté qui nous suggère de tester des produits. Ah oui. Moi, par exemple, je suis spécialiste dans le bien-être et donc tout ce qui est brosse à vache. Il y en a plein qui me disent ouais, il y a une brosse là qui est sortie chez un tel, t'en penses quoi? Il faudrait faire une vidéo dessus. Donc parfois, ils nous amènent du. Oui, la relation aux marques n'est pas sujets. forcément Non. vue comme quelque chose de négatif. C'est plutôt bien vu. D'accord. Ouais. Et vous avez chacun justement écrit un livre. Pourquoi? C'est 2 livres même. Attention. C'est quoi? C'est pour asseoir un peu on va dire cette notoriété ou ce bagage, on va dire. Ouais. Pour quelle raison vous avez écrit, vous, en plus de la chaîne? Donc moi, la France Agricole m'a sollicité et j'avais depuis longtemps envie de le faire. Et je pense qu'il y a des moments où il faut tout ce qu'on diffuse comme ça, parce que bon, les réseaux, ça part, tu sais pas où, ça peut être transformé, réadapté, réapproprié. Là, voilà, c'est une petite sécurité, c'est aussi verrouiller son travail. Et puis, donc, c'est ce qui m'a motivé beaucoup pour le faire. Thierry, pourquoi écrire un livre? Alors, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas être interrompu dans ce qu'on a envie de dire. Une vidéo, c'est bien, mais on ne peut pas dire tout. Moi, j'avais vraiment l'envie d'expliquer l'agriculture et les agricultures au travers de la France, de ce qu'on a comme diversité. Et c'est vrai que ça me paraissait important de pouvoir le mettre un peu par écrit pour poser les choses. C'est aussi un exercice qui est très intéressant pour soi-même, je pense, de le faire. C'est prenant et c'est très chronophage, mais en même temps, c'est très enrichissant de découvrir, alors pas économiquement, hein, clairement, mais de découvrir un petit peu ce monde-là et puis de poser les choses et de dire, tiens, j'ai mis un peu ma patte et demain, si j'ai un détracteur, de pouvoir lui dire, écoute, si tu comprends pas tout, tu as une référence, tu peux aller voir, il n'y a pas de problème, c'est là-dessus, c'est écrit, c'est posé. Et moi, c'est une maison d'édition qui est venue me voir, qui m'a contacté en me disant tiens, ça vous dirait pas d'écrire un livre? Je leur dis au début, j'ai dit non parce que en termes d'écrivain, je pense pas être super calé. Et puis ils m'ont dit non, mais on va vous aider, vous accompagner et tout. Donc je leur ai dit allez, hop, c'est parti. Et donc on est parti sur un livre pour un peu casser les idées reçues qu'on avait sur le monde agricole, que ce soit en élevage, en grande culture, en économie, en formation agricole. On a repris tous les sujets et j'ai essayé un peu de réexpliquer, mais comme je le fais dans mes vidéos ou sur les réseaux sociaux, j'ai essayé d'expliquer très simplement ce qu'était le monde agricole, quoi. Et pour conclure un peu cette vidéo, est-ce que vous auriez un conseil à ceux qui veulent lancer leur chaîne ou à des youtubeurs qui sont déjà en exercice pour monétiser leur chaîne de façon, on va dire, habile?
Est-ce que vous avez fait des erreurs et quels conseils vous pourriez donner? Vous ne ferez jamais fortune avec ça. Ouais. Voilà, déjà, on peut partir là-dessus. Vous ne ferez pas fortune avec ça. Sauf si vous avez un. C'est comme les footballeurs, quoi. Il y en a un sur 10 000 qui se perce. Exactement. Et surtout, faites attention avec les réseaux sociaux. Ça peut être. Il y a le côté aussi dangereux quand même des réseaux sociaux. Moi, je dis souvent, ne croyez. Mais j'ai 2 jeunes garçons, je leur dis ne croyez jamais ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, même si j'y suis beaucoup. Pourtant, moi, je dis des trucs super intéressants. Mais oui, mais je sais bien. Mais non, mais je leur dis, mais ne croyez jamais à 100% ce que vous voyez. Renseignez. non, mais ça peut. Il y a quand même un côté dangereux. Moi, je vois je trouve qu'il y a un côté dangereux sur les réseaux sociaux, et surtout avec l'IA aujourd'hui. Ouais. On voit des choses avec l'IA qui sont. Mais l'IA, c'est génial. Hein. Enfin, moi, je l'utilise et c'est top. Hein. Mais parlez vrai, parlez de ce que vous faites chez vous. Vous prenez pas la tête. Et puis, si ça marche, tant mieux. Monétisez si vous le voulez. Mais surtout, faites-le parce que vous avez envie de le faire et que ça vous plaise. Savoir bien s'entourer. Parce que je pense que nous, dans notre communauté, on est très ouverts entre nous, on se parle avec toute franchise. Mais quand on débute comme ça, on va parfois surfer sur des vagues en disant c'est là qu'il faut aller. Prendre du recul, discute, questionne, et il faut bien s'entourer, parce que je pense que tu peux vite tomber sur des personnes jalouses qui te disent mais ça vaut rien ce que tu fais, et au final, non, ça valait le coup. Ouais, il faut s'attendre à pouvoir se faire bâcher, ça fait partie du jeu. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand tu te mets sur les réseaux, tu mets une bouteille de champagne au frais. La première fois qu'on t'a critiqué, tu dis tu as atteint ton but, c'est que tu as réussi à communiquer, tu as été écouté. Bon, tu t'es pris une tôle peut-être, mais voilà, il faut savoir le prendre, avancer progressivement. Chacun n'a pas la même propension à accepter, j'allais dire, les remarques. Je sais qu'Étienne, il en a déjà pris des sévères, et il est plus costaud que moi, je sais, et certainement que d'autres. Et ça, il faut faire attention, que chacun doit y aller progressivement, aller sur les réseaux qu'il aime bien, sur lesquels ils se sentent à l'aise. Il y en a qui sont plus destructeurs que d'autres, donc il faut faire attention. Et après, voilà, c'est pas la poule aux œufs d'or et c'est pas miraculeux. Il y en a sur lesquels on va monter très vite et on va retomber très vite et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça peut faire mal. Donc d'y aller tranquillement et sans. Celui qui croit arriver là-dedans pour gagner de l'argent, il n'y arrivera pas, quoi, parce que c'est une traversée du désert trop longue au départ pour y arriver, quoi. Je crois que c'est un bon mot de la fin. Et merci à vous 3. Puis je vous invite bien sûr à suivre les 3 chaînes YouTube de chacun d'entre eux. Merci à vous. Merci. Merci.